Thank you for the invitation. Merci de m'avoir invité. Today I'm going to talk about the role of water in this. Je vous parlerai du lien entre l'alimentation, l'énergie et l'eau. L'essentiel de l'eau que nous utilisons, nous l'utilisons pour l'agriculture, pour la production alimentaire essentiellement. Donc je mettrai l'accent sur l'eau pour la production alimentaire et non pas pour la consommation humaine. Nous utilisons deux fois plus d'eau dans l'agriculture. Vous avez l'agriculture pluviale qui utilise de l'eau verte et 20% des terres arables sont irriguées, ce qu'on appelle eau bleue et verte. Donc, au total, l'agriculture utilise environ 60% de l'eau produite sur la terre. Pour l'agriculture, certes, mais aussi pour l'élevage, si l'on tient compte de la production de plantes pour les nourrir. Et de plus en plus, l'eau est utilisée pour la bioénergie. Prenons l'eau verte pour l'irrigation. Nous avons mené une certaine analyse en prenant en compte des modèles au niveau planétaire dans différentes régions du monde, pour savoir si l'utilisation de l'eau pour l'irrigation dépasse la disponibilité surface de l'eau terrestre par rapport à l'eau de l'aquifère. Et dans la plupart des régions du monde, ces flux sont de 40%. En Afrique plus particulièrement, l'irrigation n'est pas intensive ni durable. Les chiffres sont de l'ordre de 40% d'eau utilisée de façon non durable pour l'irrigation. Il y a une demande de plus en plus importante pour l'agriculture, ce qui se justifie par la croissance de la population, les nouvelles utilisations de l'eau pour les biocarburants également. Et pourquoi nous nous intéressons à la consommation accrue de la viande? Eh bien, c'est parce qu'il faut plus d'eau pour produire une seule calorie de viande que pour produire une calorie de végétal. Et à partir des projections, d'ici 2050, nous constaterons 20% d'augmentation dans la consommation de l'eau. Quid de l'énergie? Nous utilisons l'eau pour la production énergétique à travers les biocarburants, qu'il s'agisse de l'eau verte ou de l'eau bleue, mais aussi pour l'extraction de combustibles fossiles et l'énergie renouvelable non basée sur des combustibles, par exemple pour le nettoyage des panneaux solaires. Néanmoins, cela ne représente qu'une petite fraction de la consommation. L'irrigation représente l'élément le plus important. Pour l'énergie, l'eau est utilisée pour la production de biocarburants et l'extraction de combustibles. Et les énergies renouvelables n'utilisent pas autant d'eau naturellement que la production, l'extraction de combustibles fossiles. Et l'Afrique n'est pas le plus gros utilisateur. Ces derniers temps, les États-Unis, le Brésil et les pays européens. La tendance qui se dégage
concerne surtout la culture d'huile de palme en Afrique qui pourrait augmenter la consommation d'eau pour la production de biocarburants en Afrique. Se pose aussi un problème de terre. Nous avons mené une analyse sur les terres arables actuellement disponibles. Est-ce qu'elles peuvent satisfaire nos besoins énergétiques et alimentaires? En fonction de nos besoins énergétiques actuels, nous avons donc essayé de savoir quels besoins pouvaient être satisfaits. C'est donc une expérience qui démontre qu'il n'y a pas suffisamment de terre pour satisfaire les besoins énergétiques et alimentaires de la planète. Ce qui nous a conduit à nous intéresser aux combustibles fossiles et l'utilisation du terme production plutôt que d'extraction. Pour l'extraction, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'eau, mais pour la production, beaucoup d'eau était utilisée à l'époque, ce qui pouvait conduire à la production énergétique. Nous avons fait donc une petite simulation pour satisfaire les besoins énergétiques actuels. Les cycles hydriques ne seraient pas suffisants. Quant à l'avenir, nous continuerons de dépendre des combustibles fossiles. Nous avons aussi récemment constaté une augmentation dans l'utilisation de combustibles non classiques. Par exemple, les nouvelles formes d'énergie, notamment le schiste, le gaz de schiste. Au cours de ces dernières années, nous nous sommes intéressés au niveau des universités à la question de savoir comment nous pouvons nourrir le monde. Nous pouvons le faire de deux façons, en intensifiant l'agriculture, en nous appuyant sur les terres arables actuelles ou en nous tournant vers d'autres terres arables. La deuxième approche, les écologistes n'y sont pas favorables puisque cela conduira à la destruction d'habitats, à l'augmentation d'émissions de carbone, mais l'intensification comporte aussi des problèmes. D'abord, dans bien des cas, l'intensification a besoin d'eau, d'irrigation, d'où le problème de viabilité. Deuxièmement, les zones où l'agriculture peut être intensifiée sont des zones où il y a des problèmes, notamment en Afrique, où les écarts sont importants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'investissement ou de capacité à faire ces investissements, ce qui ne fait que renforcer ces écarts entre la disponibilité des terres et l'utilisation de technologies pour la transition entre l'agriculture familiale et l'agriculture industrielle. Alors, comment combler l'écart de rendement? Nous avons mené une analyse qui montre que si nous comblons cet écart, nous pouvons nourrir 4 milliards d'habitants du monde. Mais cette analyse ne prend pas en compte le fait que nous aurons besoin de l'eau pour combler cet écart de rendement. Je m'excuse de la police des caractères au passage. En vert, vous voyez des zones où nous pouvons renforcer l'irrigation pour l'agriculture pluviale sans détruire quoi que ce soit. En rouge, vous avez des régions où, pour combler l'écart de rendement, il faudrait utiliser beaucoup d'eau. Ce qui montre que nous ne pourrons nourrir que 2,8 milliards de personnes et non pas 4 milliards. Et la suppression de l'irrigation non durable ramène ce chiffre à 1,8 milliard de personnes. Nous pouvons cibler l'Afrique et montrer ici que puisque l'écart de rendement est le plus important, procéder ainsi
pourrait nous permettre d'augmenter la consommation d'eau de 100%. Ces changements pourraient être négatifs dans certaines régions, tout en étant en mesure d'augmenter la production alimentaire. Au plan mondial, avec la projection de la croissance démographique, qu'il s'agisse de combler l'écart de renforcement ou non, certaines régions du monde peuvent atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais certaines régions demeureront en condition de dépendance sans pour autant être en mesure de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Ce qui explique pourquoi le commerce intervient dans l'analyse de la sécurité alimentaire, puisque beaucoup de régions ne sont pas en mesure de garantir leur autosuffisance alimentaire. 25 à 30% des denrées alimentaires que nous consommons sont disponibles à travers les échanges commerciaux. Ici, nous avons fait une simulation de commerce virtuel de l'eau à travers sa présence dans les denrées alimentaires. Au cours des 30 dernières années, nous avons noté une augmentation importante dans la mondialisation des ressources hydriques à travers le commerce, avec une participation de plus en plus importante des exportations de l'Amérique latine, du Brésil et de l'Asie. Cette dépendance se traduit également par une dépendance hydrique, même si les pays ne contrôlent pas directement ces flux. Sur ce diapo, vous pouvez voir comment les pays africains sont moins intégrés dans ce commerce. Autre élément, au niveau des investissements, des acquisitions internationales de terres, sujet sur lequel de nombreuses études ont été menées et acquisitions qui ont gagné en ampleur au cours de ces 4 dernières années. Ce phénomène est lié à l'acquisition des ressources hydriques, l'eau étant l'un des catalyseurs de ces investissements. La plupart des pays d'investissement ont des terres sans avoir pour autant de l'eau. Il y a un débat important sur cette question de l'acquisition des terres arables avec 2 points de vue distincts. Tout d'abord, que ce soit un moyen de combler l'écart de rendement, d'intensifier l'agriculture, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, une commercialisation de l'agriculture qui aurait un impact sur les moyens de subsistance dans les zones rurales, puisque cela déplacerait les communautés rurales et les paysans, ou alors un phénomène d'expansion agricole à travers lesquels les investisseurs ciblent des terres vierges non utilisées pour l'agriculture, mais qui sont utilisées par les communautés pour la chasse ou la collecte de bois ou d'autres activités. Il y a des préoccupations sur l'impact environnemental de l'acquisition des terres. Nous avons mené des études en Afrique, en Asie du Sud-Est, qui sont des victimes de déforestation et perte d'habitat. En Afrique, nous estimons que l'acquisition des terres représente des terres qui pourraient nourrir environ 223 millions de personnes dénutries, sachant qu'il y a des écarts de rendement importants en Afrique. Et seuls 3% des terres en Afrique sont exploitées. Peut-être il s'agit de données de 2017, mais les investisseurs acquièrent les terres sans pour autant les utiliser. Il n'y a donc pas d'avantage direct pour les populations locales. De plus, ces investissements sont faits en Afrique par des sociétés étrangères. Les objectifs inavoués de ces investissements sont l'acquisition des ressources en eau en acquérant des terres avec un accès direct aux ressources hydriques. C'est donc un phénomène
important dont il faut tenir compte dans l'analyse de la sécurité alimentaire. Comment répondre à la demande croissante en eau pour l'alimentation? L'intensification de l'agriculture de façon stratégique afin de combler l'écart de rendement au niveau des terres arables actuelles sans nécessiter des changements importants de technologie ou d'investissement dans les technologies dans les zones où ces capacités financières ou institutionnelles manquent. Il serait possible donc d'utiliser des approches visant à accroître la production alimentaire en utilisant de façon plus efficace les ressources naturelles ou en utilisant l'eau de façon plus efficace. Deux possibilités, toute forme d'irrigation évitant l'évaporation, puisque l'évaporation aussi entraîne une perte d'eau. Alors, planter les cultures appropriées dans les zones appropriées. Nous avons mené cet exercice au plan mondial pour montrer que l'utilisation des cultures n'est pas optimale. Si nous voulons préserver la propriété nutritive des cultures, il est possible de modifier cette réalité. Voilà, je suis sûre que je déborde. Mais très rapidement, pour conclure, l'eau reste une contrainte majeure pour la production alimentaire et certains pays connaissent un déficit chronique en eau, ce qui s'explique qu'ils ne sont pas en mesure d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, d'où leur dépendance sur le commerce et l'échange d'investissements internationaux. La mondialisation de l'eau est une façon pour les pays de satisfaire leurs besoins alimentaires. L'intensification de l'agriculture requiert souvent des investissements technologiques pour accroître la production alimentaire. Je vous remercie. Merci beaucoup et vous avez présenté beaucoup d'informations, des graphiques, des cartes. Et en tant que géographe, lors de ma formation, j'ai connu ce sujet et je suis vraiment très intéressée. Je regarderai plus en détail vos cartes. Et bien sûr, ce que vous avez présenté en ce qui concerne les options, nous pouvons en discuter par la suite, bien sûr.